Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes imposteurs, des mêmes traites, les mêmes erreurs, les mêmes drames et tragédies, le négationnisme, la guerre des mémoires, les révisionnismes, l'oubli et ou la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Et pourquoi? C'est parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Le passé, c'est notre psychanalyse. Tout notre vécu va gouverner notre existence, de l'enfance à la mort. Et le présent dont on connaît, si vous ne gérez pas le passé, vous ne pouvez pas gérer bien le présent et puis encore l'avenir. C'est pour cela que d'un point de vue historique et surtout citoyen, intellectuel et politique à la fois, je vais ici vous nourrir le débat du cas prophète Yokangendi. Yokangendi, qui est de ma tribu, les Akwa, tribu située à cheval sous l'équateur. Même si on dit, bon, mélange Mboshi et puis tout mélangé, mais en réalité, il serait de chez moi, de ma tribu. Et d'un point de vue existentiel, j'ai eu dans mon passé une mauvaise rencontre avec son organisation, c'est-à-dire avec son église de réveil, qui historiquement s'appelait Esaïe. L'histoire que je veux vous raconter là est émouvante. Émouvante. Parce que beaucoup de gens qui vont entendre ça, vous le savez qu'il faut faire attention. On ne sait pas qui vous allez rencontrer demain dans un pouvoir et autre. Parfois, on se dit, ah tiens, dans tel régime, dans tel pouvoir, et tout comme ça, les gens s'acharnent contre les uns et les autres, on ne sait pas cette histoire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, avant de rentrer dans le détail de cette affaire qui concerne cette organisation, sa secte, j'appelle ça la secte de Yokangendi. Et donc, je vais vous expliquer d'abord un peu tout ce que j'ai pu recevoir comme information. Parce que dans les médias, réseaux sociaux, à chaque fois on arrive à des situations de type Yokangendi, qui a balancé quelque chose qui a choqué beaucoup de Congolais, étant donné que dans ce pays, nous avions 97% de victimes de Sassou Nguesso, de son régime, par translation de ces Yokangendi-là et de compagnie. On est bien d'accord? Très bien. Et donc, beaucoup m'ont envoyé des informations, des messages et tout compagnie. J'ai dit non, on ne parle pas de ce monsieur. Beaucoup envoient les messages par-ci, par-là. Bon, on me demande à Yatonga, d'un point de vue intellectuel, nourrir les débats de ce monsieur-là qui appelle à l'éternité du régime de Sassou Nguesso et qui doit rester au pouvoir jusqu'à sa mort et tout compagnie. Qu'en pensez-vous? Lui qu'il est du Nord, il est de votre région, il est de votre... Qu'en pensez-vous? Bon. Donc j'ai voulu jouer au con et j'ai voulu, voilà, parce que ça me révèle beaucoup de choses que vous allez entendre ici. Et j'ai dit, si certaines informations peuvent vous choquer, mais bon, c'est comme ça. Donc je suis obligé d'écrire l'abcès de cette histoire-là, de mon vécu, de ma propre histoire, avec cette secte qui est appelée Esaïe, je ne sais pas comment on l'appelle maintenant aujourd'hui. Mais le prophète reste le même, il s'appelle Yokangendi. Donc, beaucoup de vous, Congolais internautes, ont balancé cette histoire-là et que je vais ici lire l'extrait des réactions. L'extrait seulement des réactions. Et voici l'extrait de ces réactions que nos compatriotes ont publié et j'ai choisi cet extrait parce qu'il résume tout, en fait.
Explication. C'est avec une colère sourde et une fixation profonde que je m'adresse à vous. Donc, ce monsieur-là, Yokan Guedi. Suite à vos récentes déclarations, récentes déclarations, donc le monsieur parle à Yokan Guedi, que je m'adresse à vous suite à vos récentes déclarations. Et pour cause. Affirmer que le despote Denis Sassou Nguesso doit diriger notre pays jusqu'à la mort et non un affront à l'intelligence collective de notre nation, mais également un acte qui remet en question notre droit à l'évolution et au changement. J'ai trouvé ça vraiment, ça résume tout. Je répète, affirmer que le despote Denis Sassou Nguesso doit diriger notre pays jusqu'à la mort est non un affront à l'intelligence collective, bien sûr, de notre nation, mais également un acte qui remet en question notre droit à l'évolution et au changement. Fin de l'extrait de ce post-là, publié sur Facebook, signé Pado MD, ou oui, Pado MM, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, donc moi, mes chers compatriotes, en toute honnêteté intellectuelle, quand vous avez envoyé ça, bon ben, ça m'a réveillé beaucoup de choses. Et pourquoi? Parce que quand je regarde ce Yokan Guedi, hein, bon, ça me fait sortir beaucoup de choses. Il y a des gens qui peuvent avoir des bouffées d'adrénaline, d'autres peuvent avoir... il y a beaucoup de choses. Parce que c'est une partie des morts vécus. Peut-être Aya Tonga n'aurait pas eu son bac, peut-être il ne serait pas devenu un cadre congolais et résistant à cause de cet individu-là, de son organisation. Quoique dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Depuis cette histoire-là, qui a hanté toute la tribu, surtout au niveau de la matière grise, est-ce que c'est Yokan Guedi là quelque part est venu voir même par les réseaux, par ceci, excuse-moi Aya Tonga, ce qui s'est passé, rien du tout. Et voici ce que je veux vous expliquer, qui rentre au cœur de ma psychanalyse, une partie de ma psychanalyse, c'est-à-dire de mon vécu. Et je me suis dit cette période-là, entre l'adolescence, l'adolescence et l'âge adulte. Et donc, je vous dis que si je n'avais pas mon oncle, le petit frère de ma mère de l'époque, qui était un gros bonnet du trésor public et du budget du Congo, je n'aurais peut-être pas pu avoir le bac, je serais devenu un paysan parce que suite à ce qui s'est passé, j'avais pris une décision radicale de rentrer au village, d'aller s'occuper des champs de cacao de mon père qui venait de mourir un an avant. Et donc j'étais parti pour aller s'occuper des champs de cacao de mon père et donc c'était comme ça. Et donc j'avais pris cette décision-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de... Voilà, donc on appelait ça la secte Esaïe. Nous sommes à Makwa, la ville située à cheval sur l'équateur. D'ailleurs, quand j'étais à Makwa, je vivais à Makwa, parce que le village, c'est mon village, mon côté paternel et maternel est situé entre 15 et 45 km au nord de l'équateur. Donc si vous partez, l'équateur passe à partir de 15 km de l'équateur nord, nord jusqu'à 40-50, c'est le côté paternel et maternel. On appelle ça là-bas Akopa. Et donc, moi, là où j'étais, un quartier, on appelle ça les quartiers Ngare. Ngare, c'est le mélange entre les Makwa et les Teke. Donc, j'étais dans ce quartier-là, qui est situé au triangle entre le collège Edouard Mbeta, le collège de Makwa, qui était situé à 800 mètres de là où j'habitais, et à 1 km du lycée, qu'on appelait le lycée Salvador Allende de Makwa. L'unique lycée au nord du Congo, entre
l'indépendance en 1960. Donc de 1960 à 1900 à peu près 90, il n'y avait que l'unique lycée au Congo, au nord du Congo, c'est-à-dire on part de Brazzaville jusqu'à la frontière avec le Cameroun ou la Centrafrique, il n'y avait qu'un seul lycée. Et ce lycée-là était chez moi, dans ma tribu, à l'Équateur, à Makwa. Ville lumière passée, vue construite par les colons français, etc. Ok? Pour des enjeux géopolitiques à l'époque, avec la plus, les aliments, tout compagnie, voilà. Le positionnement aussi de cette ville qui est stratégique, où passe l'Équateur. Et donc là où j'étais, hein, j'avais construit une genre d'agora qui était situé à 200 mètres. 200 mètres là où passe l'Équateur. L'Équateur, la maison est là, l'Équateur passe, voilà, il passait à 200 mètres de ma maison. Donc la ligne imaginaire qui tourne la Terre, c'était à 200 mètres de la maison. Et donc j'étais là, bon ben il y avait beaucoup de la famille, hein, élargie, hein, cousins, nièces, amis, tout ça qui était là parce que bon, on venait du village, hein. Et donc on se regroupe là, tout le monde là vient là. Donc il y a ceux qui échouaient, c'est pas par c'est la condition, hein, les conditions. Hein. Les parents sont au village là-bas et vous venez là chaque vendredi, le week-end, il faut aller chercher à manger là-bas et on revient étudier, tout ça. Il n'y a pas d'internat et autres, donc on est là, voilà. Donc il y a beaucoup qui ont échoué. Et pourtant c'était des gens bien. Hein. Bon, il y a d'autres qui ont été partis ailleurs. Et bon, la famille, bon, d'autres étaient venus à Brazzaville. Et donc, moi, j'étais resté là, avec cette agora-là, que j'appelais ça l'agora. Parce qu'il y avait, j'avais autour de 500 mètres carrés, à peu près un demi hectare. Hein, voilà. Donc, j'ai cultivé du manioc, de l'oseille, de tout. Hein, donc, il y avait tout. J'avais tout. Bon. J'avais déjà toute suffisance alimentaire sur place. Et je partais au village, c'est moi pour avoir des compléments alimentaires et des choses comme ça, la viande et tout compagnie, voilà. Et donc je revenais là, j'avais cette agora-là. Et donc les week-ends, un week-end sur deux, j'étais là, parce que l'autre week-end, je partais toujours au village. Tous les vendredis, je pars au village, je reviens dimanche soir, et voilà, je faisais comme ça, traverser la Nicolas Moussaka tout le temps. Et donc, un sur deux, je restais là. Et quand j'ai resté là, j'invitais ces élèves venus des tribus d'ailleurs, ils sont partis à des kilomètres. Il y a ceux qui sont partis de 300 kilomètres de leur village, et d'autres à 200 kilomètres, d'autres à Pampomé. Tous les Nords venaient là. Donc j'ai appelé, il y avait des Teke, les Mboshi de Sassou-Nguesso, les Kouyou de Marengwabi, les gens donc ils venaient là. C'était genre d'agora. Donc on réfléchissait sur tous les choses là, même l'élection de François Mitterrand, nous étions là sur la radio RFI, on écoutait l'élection de Mitterrand, on critiquait, on parlait, voilà. Donc c'est comme ça, voilà. Et donc j'avais cette agora-là. Mais en face de moi, puisque c'était périphérie, donc il y avait beaucoup de savanes, et tout ça là, il y a des maisons éparpillées par-ci par-là. Et donc en face, il y avait cette secte-là qui s'appelle Esaïe de Yokangedi, lui-même était à Brazzaville. Et ce sont ces adeptes qui beaucoup avaient joué au collège, je l'ai vu beaucoup étaient là, c'est des anciens des collèges qui avaient joué au collège, et ils n'ont même pas allé au lycée, donc ils sont rentrés là-bas, ils voyaient les uns des autres. Et donc moi, voilà, ça m'énervait un peu parce que les gens qui sont allés s'abrutir là-bas, moi je croyais que voilà. Et donc, moi, j'étais là. Moi, bon, j'étais maintenant un peu conditionné, hein, parce que je savais qu'à 6 heures, ils se réveillent pour faire leur tam-tam, plier la pom-pom-pom avec le tam-tam. À midi, ils font aussi. Et puis à 18 heures. Et puis à minuit. Il y avait, c'est comme les 3-8, je ne sais pas comment. Ils font ça. Donc, quand je n'ai même pas plus besoin de montre. Quand je sais que il commence à faire passer, on est à l'équateur. Le jour s'élève à 5h30. Et la nuit commence à 18h30. Toute l'année, c'est comme ça ne change pas. L'équateur, le soleil passe au-dessus, là, à midi, il passe au-dessus. Et donc, moi, j'étais un peu genre de conditionné. Je sais que, ah tiens, avant d'aller à l'école, je n'avais plus besoin de montre. C'est qu'à 6 heures, ils sont tablés, tout. Donc, il est 6 heures. Donc, je me réveille. Puis, l'école commence à 7 heures. Voilà, donc je me réveille et je vais. Puis, le lycée était situé à 900 mètres, voilà, 900 mètres là, ou 800 mètres aussi de là. Et donc, je suis là en classe de première.
Aujourd'hui, on parle de première scientifique. Je suis en cas de première. Et donc, je vais, ce jour-là, on est au deuxième trimestre, au milieu du deuxième trimestre. Et donc là, je vais à l'école. Ce jour-là, il y avait un cours, le dernier cours, c'était le cours de Madame Pernet. Madame Pernet, c'est une Française qui est intégrée à Makwa, c'est connu de tout là-bas, elle a formé tous les cas de Makwa en physique-chimie. Hein? On a en physique-chimie, elle sert Pernet. Elle vit au centre-ville là-bas, elle sert Pernet. Donc ce jour-là, on a dit qu'elle était malade et donc elle n'était pas venue. On a signalé par le censeur et le surveillant général, je ne sais pas, voilà. Et donc les cours devaient être là de 15 heures à 17h30 à peu près, bon, 2h30. Et donc, moi je dis, oh, qu'est-ce que je fais? Bon, parfois je sortais comme ça, aller voir des amis, ou aller, parfois quand je partais, je laissais un peu mes trucs de pêche à côté, et quand je sortais, j'allais chercher, jouer la maison, et je vais capturer les poissons, chat, n'importe quel poisson, les tilapia ou n'importe quel poisson, parce que c'est là, le fleuve Congo passe pas loin, hein, à 300 km de là, c'est un affluent du fleuve Congo, le troisième affluent, plus gros affluent du fleuve Congo, côté rive droite, passe là. Et donc j'allais capter parfois les poissons, j'amène ça, je sors de l'école, je vais un peu tôt, je vais prendre le poisson et j'amène le poisson frais, je vais les, hein, voilà, j'ai l'oseille, j'ai le manioc, j'ai les épinards, j'ai les tarots, j'ai tout ça. Bon ben, je faisais ma petite cuisine au début de la soirée et après je mange et autres. Bon, au groupe, on était beaucoup encore de monde, voilà. Mais j'étais devenu seul. J'étais là, revenu seul parce que mon oncle et dernier oncle qui était là, on l'avait invité, ramené à Brazzaville pour rentrer au lycée technique. Et moi, je suis resté là. Bon, ben donc, bon, moi, c'était bien. Hein. Moi, je dis, bon, ben, le week-end, je vais soit aller chercher du manioc chez eux, tout ça, chez mes grands-parents ou mes parents. À défaut, les vacances, c'est les petites vacances et autres que je m'occupais du champ de cacao de mon papa, qui venait de mourir par accident. Et donc, moi, voilà, il n'y a pas de problème. C'était le champ de cacao et tout compagnie. Les vacances, secondes vacances, j'étais du côté maternel et j'avais la pêche, la chasse pour payer les fournitures scolaires pour la rentrée scolaire. Bon, on était comme ça. Et donc, la pêche, la chasse, l'agriculture, on faisait tout. J'étais mythicate, mythicate. Et donc, bon, ce jour-là, au deuxième trimestre, je suis en première. Et donc, je viens là, le cours de Madame Pernet n'a pas eu lieu. Bon, écoutez, bon, j'ai réfléchi, bon, je rentre. Je rentre, il faisait chaud ce jour-là. Bon, je rentre chez moi. Donc, j'arrive chez moi. Bon, je me déshabille, je mets un t-shirt et j'enlève les tenues de l'école et je me mets en t-shirt et en culotte. Donc, je suis là, je suis couché sur les lits. Je réfléchis comme ça, voilà. J'entends le bruit pop avec des tam-tams. Énorme, il y a eu ce jour-là, comme si c'était, ils avaient lancé qu'on devait l'attaquer aujourd'hui. J'entends le bruit, j'ai dit non, mais attends, quand même, là, il est 16 heures, 16 heures et quelques. Mais je sais qu'ils font toujours, moi, je suis dans la tête comme ça, je veux un peu me somnoler comme ça. Je tombe là, on dirait que ça s'approche. J'ai dit non, mais oh, peut-être qu'ils sont. Parfois, ils font des tournées entre la maison, entre là où ils sont dans la secte. Ils tournent comme ça, ils font leurs trucs là-bas et tout ça. Bon, je suis là. Oh, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'entends, on dirait que ça s'approche de plus en plus. Parce que, bon, c'est face à face, hein, on en passe à face. Bon, comme ce sont des grandes cours, hein, et ils ont leur cours là-bas, moi aussi. Et donc, ils viennent là. Je dis, on dirait que ça approche, c'est moi. Donc, je m'habille bien, bien, bien. Oh là là, ces jours-là, ils sont venus là. Il y a des sorciers ici. Il y a des sorciers, je parle en patois. Il y a des sorciers ici. Donc, ils passent toute la maison. La maison faisait, il y avait un salon, des chambres. Et donc, ils faisaient comme ça, tourne. Et à un moment donné, moi, je croyais que ça allait arrêter là-bas. Ça s'arrêtait là-bas. Mais là, c'est pas ça. Ça devait continuer. Et ces jours-là, bon, là que ça continue, ça continue. Oh, il est 17 heures et quelques. Et ça continue, ça continue. Mais je dis quoi? Je suis maintenant à l'intérieur de ma maison piégée. Et beaucoup de monde de ce secte-là. Bon, et à un moment donné, boah, ils sont rentrés à l'intérieur de ma maison. Et là, ils ont commencé à tout déchirer. Fracasser tout.
Mes cours, tout. J'ai couru parce que je ne suis jamais allé retirer mes cours, juste aujourd'hui. Et donc, ils ont tout déchiré. Ils ont tout déchiré. J'ai dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a des sorciers, ils me font dehors, ils vont me balancer. Je dis, non, moi, mais toi, je suis parti. De l'autre côté, il y avait les premiers voisins étaient faisaient un petit champ comme ça. Les premiers voisins étaient à 30 mètres de là. Donc, je passe comme ça, je vais là-bas, je dors. Donc, j'ai couru vers, là où se trouve ma tante maternelle. Le troisième, la deuxième sœur, la première sœur de ma mère. Parce que mon grand-père avait fait 9 enfants. Avec ma mère, avec ma grand-mère. Avec ma grand-mère, ils ont fait 9 enfants. Dont 5 filles et 4 garçons. Et donc moi, je pars là-bas. Je cours tout droit. Je suis choqué. Non, pieds nus, hein. Et en t-shirt et tout compagnie. Je cours jusqu'à aller voir ma tante maternelle. Et donc, je vais expliquer ça. Tout le monde choqué. Tout le monde était choqué. Tout le monde était choqué. Donc, on n'a pas, pour notre dignité, on est venu. Je suis là, il faut aller prendre le cours parce que demain, lundi, tu vas à l'école, puisque c'est vendredi aujourd'hui. Et lundi, tu vas à l'école, on va aller prendre tes affaires. Je dis non, il faut que je parte au village. Je pars au village demain, samedi. Je pars d'abord au village, je vais faire. Je peux aller prendre le cours. Et donc, ils m'ont forcé de venir prendre ce qui restait. Les habits, les petits trucs, tout était déchiré. Tout était déchiré. Et donc, les cours de physique-chimie, de biologie, de histoire géo, il restait que le cours de français et il y avait un autre, je sais pas, voilà, c'est comme ça. Et donc, moi, je rentre là-bas avec quelques. Voilà, c'est la nuit, hein, il est 19 h la nuit. Donc, on vient chercher. Donc, il y a eu des renforts qui sont venus avec moi chercher les affaires. Et on a amené ces affaires-là. Et donc, moi, je suis parti. Voilà, je suis parti là. Je n'ai pas dormi toute la nuit là, du vendredi. Je n'ai pas dormi là où on m'a mis. Bon, j'étais vraiment. J'avais une grosse truc que je me trouve dans une petite piole comme ça. Putain. J'étais en colère. Et donc, samedi, je vais au village. Et donc, je vais au village là-bas, je prends une décision radicale. Donc, je ne viens plus à l'école lundi. Lundi, je ne suis plus venu à l'école. Je dis non, mais écoutez, bon, ça commence à bien faire. Je vais maintenant m'occuper des champs de cacao de mon père. Je vais devenir paysan. Je vais faire tout. J'ai pris la décision. Bon, d'autant plus qu'il y avait certains amis qui avaient échoué au collège, au lycée, qui étaient devenus des paysans. Maintenant, on a passé un peu genre de communion le dimanche. Genre de, écoute, là, c'est bon, tu vois les choses là-bas, tout ça là, on dort. Donc, ils sont en train de m'entraîner vers à devenir paysan, quoi, alors que je connaissais déjà tout le village. Et voilà, donc tout. Donc là, on était côté paternel. Et donc, on passe une semaine. Une semaine, je ne viens pas. Donc, on est allé chercher. Parce que le proviseur et le censeur, il y a le censeur, le proviseur et le censeur étaient originaires de Makwa aussi. Et le censeur, surtout, était un ami de mon oncle, qui était un gros bonnet du budget et du trésor public. Et donc, ils ont appelé là-bas, tout ça. Donc, ils ont forcé, voilà. Donc, je suis revenu. Et donc, j'ai fait copier les cours, copier tout, m'acheter les cahiers. Et donc, j'ai tout recommencé à apprendre tout ce qui était l'essentiel, quoi. Et donc, je fais l'année là, je passe au terminal, malgré dans les moyennes, vraiment, tout. Et donc, maintenant, l'année, c'est-à-dire, j'ai forcé parce qu'il y a l'oncle là-bas, il y a tout ça, ils m'ont mis trop de pression. Que non, va pas là-bas, tu vois. Et mon oncle disait, l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vont te libérer. Il parlait comme ça. Un gros bonnet du trésor public congolais. L'un des gros bonnets des entiers du Congo. C'était le petit frère de ma mère, celui qui vient après ma mère. Même s'il est mort par la suite, mais vous avez des conditions qu'on est. Bon, bref. Et donc, je suis là et je dis, non, mais qu'est-ce que je fais là? Je reviens, je finis là l'école. Avant de finir l'année scolaire, on m'a dit que tu as une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, tu vas repartir à Brazzaville. Tu vas partir, oui, repartir, puisque je suis né à Brazzaville. Donc,
tu vas repartir à Brazzaville, tu vas voir les endroits où tu étais né, tu vas regarder tout ça. Donc, je repars là-bas, puisque je suis rentré de Brazzaville, j'arrive du Congo, je rentre au pays à l'âge de 6 ans. Hein. Donc, j'ai commencé l'école au village. Je suis toute la première année de la naissance, à 6 ans, je suis à Brazzaville. Donc, je repars là-bas. Des années après, je suis en première. Donc, je veux voir. Vous voyez, il y a une mémoire. Hein. Donc, je vois tout ce qui était sorti de Brazzaville avant. Je vois Madoukou, les endroits où papa me faisait promener là-bas. Parce que je suis né dans le 5e arrondissement de Brazzaville, arrondissement Wézé. Donc, là, de naissance, voilà. Donc, nous, on vit autour du marché de Wézé, autour de la mairie. Et donc, je vois les trucs là, me reviennent les souvenirs. Je vais me promener comme ça. Voilà. Donc, tout seul, j'ai commencé à dire à comprendre Brazzaville pendant ces vacances-là. Et donc, je dis, oh, donc, je vois ça, tout ça. Mais moi, c'était voir après, je repars au village. Hein. C'était décidé, hein. Je pars pas plus faire l'école. Hein. Et donc, je n'étais pas venu aussi avec les fournitures scolaires, et non, voilà, les notes et tout comme ça. Non, non, j'étais venu pour voilà, voir Brazzaville, m'ont payé les billets, bon, que je peux faire, bon, mais je vais voir Brazzaville, après je repars au village. Et donc, c'est ça. Et donc, c'est là que mon oncle et tous ceux qui étaient dans le complot, pour ne pas que j'aille reprendre au village, et donc ils m'ont dit, bon, ben, tu vas aller voir Pointe-Noire, tu vas voir un peu la mer, hein, tu vas voir la mer. Donc, je vais prendre le train à la gare de Brazzaville, là. Et donc, je fais tous les chemins de fer, là. J'arrive à Pointe-Noire. Puisque la Pointe-Noire, là, un autre oncle, celui qui était du même père, même mère avec ma mère, était un douanier. Et donc, moi, j'arrive là-bas. Bon, ben, à Pointe-Noire, on va s'installer à Mvouvou. Je m'arrive à Mvouvou, 2e arrondissement. Et donc là, les gens, non, mais on est en septembre, l'année commence là. Il faut, l'année, les autres commencent à penser déjà à la rentrée scolaire qui va commencer en octobre. Et donc, moi, j'ai dit que ça tarde. Bon, ben, il faut que je pars, voilà, je pars au village. À un moment donné, j'étais un peu dubitatif. Ça commençait à m'intéresser. Je dis, bon, je vais repartir peut-être un peu. Voilà, je vais peut-être rester avec ma tante maternelle. Je vais finir l'année scolaire, puisqu'il y avait des gens qui encourager Aya, tu es scientifique, tu vas devenir soit médecin, tu peux partir être officier supérieur, regarde ton oncle est bien situé là-bas, tu as toutes les bourses, dès que tu auras le bac, tu auras toutes les bourses pour aller à l'étranger. Il me parlait comme ça. Tu veux aller en URSS, tu peux aller en Chine, tu peux aller pour payer à tout. On te prépare à ça. Et donc c'est ça que mon oncle m'avait dit à la fin. Bon, après, il vient, la rentrée commence, bon, je nomme comment. Bon, voilà tes fournitures scolaires. Mais quoi, je suis à Pointe-Noire avec mon oncle. Je suis à mes fournitures scolaires, c'est ça. Mais comment? Tes fournitures scolaires sont là. Oh. Mes notes, mes bulletins et tout compagnie sont où? Je ne veux pas faire école comme ça, non, je ne veux pas... Non, 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 là, là. Et donc, c'est un professeur qui est de la tribu, hein, de Makwa, qui enseignait le français dans les premières terminales à Pointe-Noire, dont son petit frère est devenu un grand neurologue ici, hein, en France. Il connaît cette histoire. Un grand neurologue ici en France. C'est son grand frère qui m'a inscrit. Allez voir le professeur du lycée Victor Ougagneur, qu'on appelait le lycée Karl Marx, sous ordre ou les liens, parce que mon oncle, Gobonnet là-bas, donc les ministres et tout ça, ils se connaissent. Donc, il leur dit, voilà. Donc, je suis comme un poussin, voilà. Donc, tu ne dois plus repartir à Makwa. Tu ne dois plus repartir à Makwa. Et donc, moi, je suis resté là, à Pointe-Noire. Mais attends, l'année arrive. Bon, je me retrouve un peu dépaysé, quoi. Mais sauf qu'il y avait quelques... À l'époque, hein, à Pointe-Noire, il y avait beaucoup de Makwa qui étaient des gros bonnets. Voilà, donc comme quand 15 août, c'était dirigé par un Makwa, par un famille, voilà, la société Sokavilou, tous les entreprises, beaucoup de choses, il y avait beaucoup de Makwa, mais et aussi la tribu, mais de mon côté, que je les connaissais, qu'ils étaient là, que je n'étais jamais venu les voir à Pointe-Noire. On était au village, on entendait qu'ils sont à Pointe-Noire, ils sont là-bas, bon, donc ça m'a à éviter d'être dépaysé, hein. Donc j'étais là vraiment, donc ils ont entouré de Makwa, et donc, bon, ils m'ont compris, bon. Donc c'est là que je vais faire l'école là-bas. Je vais finir mon bac, et je vais finir mon lycée là-bas. Ok, 90% des
Congolais du Nord Congo, de Brazzaville, nord de Brazzaville, jusqu'à la frontière avec le Cameroun et où la Centrafrique ont été formés, ont eu un baccalauréat chez moi, dans ma tribu. Même Jean-Claude Ngakoso, le ministre de Sassou Nguesso, là, tout ce monde a eu un baccalauréat là, chez moi. Lui, il était au séminaire à côté du lycée. Et donc moi, je vais avoir mon, comment on appelle ça, je vais avoir mon bac là-bas et je rentre à Brazzaville. Et c'est là que mon oncle va me poser pour que j'aille à l'étranger. Bon, vous savez, dans le contexte d'époque, on commençait à parler mal de l'URSS, hein, des pays de l'Est là et tout ça. Moi, je voulais aller en France. Bon, on dit non, si tu vas aller en France, il faut aller faire la fac. Si tu veux faire la fac, tu pourras avoir la licence, bac plus 3, et tu rentres en France. J'ai dit très bien. Et donc, moi, je vais faire la fac des sciences. J'ai ma licence, je vais enseigner au lycée et je rentre en France. Et donc aujourd'hui, on parle de ces gars-là, de ces sectes. Moi, j'ai hais, comme disait Jean-Paul Sartre, j'ai hais les victimes qui respectent les bourreaux. J'ai hais les églises de réveil. Donc, si vous parlez des rires de réveil à Yatonga, c'est comme si vous voyez une boule pillante à Yatonga. C'est mon vécu parce que j'ai laissé mes proches, mes amis et tout compagnie, mes affaires et tout compagnie à cause de cette problématique, de cette secte qui s'appelle la secte Esaïe de Yokangende. Et donc, quand vous venez parler là, que je voilà, donc c'est des choses qu'on ne devait pas en parler, mais ça fait partie de ma psychanalyse. Donc, je suis né à Brazzaville. On nous amène au village. Et je rentre à l'école primaire au village. Je fais le collège à Makwa. Le lycée, partie du lycée à Makwa. Il arrive cette embrouille-là. Au moment où mon père venait de mourir 2 ans avant, par accident. Et donc, je suis quand même un peu avec les frères et sœurs et tout compagnie. On vient encore me chasser comme ça. Est-ce que c'était un complot? J'ai qu'à chercher. J'ai parlé de la sorcellerie. À l'époque, j'étais vraiment chaud sur la sorcellerie. Qui a eu de la sorcellerie? Il y a eu ceci. Bon, bref. Mais nous, c'était mon oncle. Et tous les réseaux, je ne serais pas ce que je serais. En fait, je serais déjà paysan depuis la nuit des temps. Et donc, vous voyez là comment se passent les histoires. Et que quand on entend parler de Yokangende ou de ces gens-là, et qui dit que Sassou peut rester éternellement au pouvoir, mais tout, rien n'est éternel. Tout a un début et une fin. Toute dictature a durée de vie limitée. Mais ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Parce que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera pas. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. On est d'accord? Donc, il faut mesurer la psychanalyse des uns et des autres, comme je vous ai toujours expliqué dans les vidéos, que j'entends parfois, les gens s'acharnent contre les nordistes, même comme si, à Yatonga, bon, je te respecte, mais vous les nordistes, voilà. Donc, c'est chaud. Peut-être sa psychanalyse, c'est qu'il a subi de ces nordistes-là qu'il a fait. Il y a d'autres sur les ethnocentistes, comme on parle de Nibolek, ou de ceci, ils s'acharnent, c'est ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. D'autres pour la tribu. Et que la tribu là, on s'acharne, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et si on multiplie les mots, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont là qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Mais bon, psychanalytiquement, psychologiquement, ça ne m'a pas beaucoup perturbé par la suite. Mais j'avais des cauchemars. Hein? C'est-à-dire, durant tous les... Ça a diminué à peu près à mes premières années d'arrivée en France, en fait. Il y avait des cauchemars de ce qui s'est passé. Parce que j'ai été brutalisé. Mais on demande, est-ce qu'il n'y a pas de justice? Vous imaginez, on est sous Sassou Nguesso 1. Sassou Nguesso vient de prendre le pouvoir. En 1979, on est sous Sassou Nguesso 1. Mais combien de fois, aujourd'hui, il a multiplié les comportements anti-sociaux, criminogènes, génocidaires, criminels, immoraux, dissolus, et tout ce qui est du bazar, il a détruit tout au Congo. Je suis un enseignant, j'ai fait beaucoup de choses qu'on comprend bien qu'il a détruit l'éducation au Congo. Et donc, moi, je vous dis sincèrement que l'après Sassou Nguesso là, il faut faire attention. Parce que chacun de nous a, en plus de tout ce que le régime a cogné sur la famille des résistants, sur les uns et des autres et autres. Donc, nous sommes dans une nébuleuse de contentieux historiques ou de règlements de comptes en dormance, etc. C'est pour cela que je parle qu'il faut canaliser cette énergie potentielle qui risque de se transformer en énergie cinétique. Canaliser une énergie potentielle, c'est la dissiper par l'éducation,
par la transmission, par point, point, point. Et demain, si ça se tombe, il faut une transition politique, civile et militaire longue pour canaliser, pour réparer ça de manière un peu, voilà, beaucoup de choses. Mais si vous allez tout droit comme ça, je suis sûr et certain, et ça va générer d'autres injustices, d'autres inégalités, d'autres crimes, beaucoup de choses. Je vous dis sincèrement. Et donc voilà pour l'essentiel de ce qui m'est arrivé. Et j'ai vraiment passé, voilà, en réalité, j'ai passé une enfance heureuse, très heureuse. Mais le trou de mon enfance reste que seulement cet endroit-là, ce moment-là. Donc j'ai passé une enfance heureuse, je vous dis sincèrement. On te pêche, chasse, nature, agriculture, élevage, balade dans la nature, tu vois, on est à l'équateur, on est comme l'Amazonie de l'Afrique, comme la savane, une partie de la savane, une partie de la forêt. Donc, chez mon côté partenaire, il y a beaucoup de savanes. Et donc, on peut passer tout le temps dans la savane, et doit faire ce que Donc, j'ai passé ça. Côté maternel, c'est la forêt jungle équatoriale, qu'on voit les bassins du Congo, comme l'Amazonie. Et beaucoup, j'ai été à cette interface-là. Et donc, là, je me retrouve dans cette situation voilà, que j'ai passé à deux pas. Mais non, ben, on demande qu'est-ce qu'ils sont devenus le reste de ces affaires. Bon, ben, depuis là, je suis plus reparti à Makwa. Donc, c'est un peu comme Brazzaville, mais je suis plus reparti là-bas. Et donc là, bon, 99% de la famille est là-bas, ils connaissent cette histoire. Mais voilà, donc c'était pas parce que non, c'est ceux qui ont peur de moi, c'est sûr, c'est tout. Ils ont peur, je sais. Et beaucoup, voilà, ils ont trop peur. Parce que je ne suis pas seul. Je suis une nébuleuse de la famille, les officiers, les cadres et tous ces sont-là. Donc, à un moment, si on a un pouvoir, si on veut foutre les bazars ailleurs, on fout. Donc, il faut savoir ça. Donc, voilà, pour l'essentiel. Merci beaucoup. Likez, partagez. Et pour ceux qui peuvent nourrir les débats, vous pouvez toujours continuer à nourrir les débats. Parce que les sectes, là, ce sera une des premières lois. Parce que l'Église, bon, on dit l'opium du peuple, et autres, mais au regard de la situation, ils ont vraiment abruti les Congolais. Voyez, même on condamne Kagame. Très bien. Mais je vous dis, du point de vue de cette spiritualité ou de cette des religions-là, il a fait les bons boulots. Il a fait les bons boulots au Rwanda. Mais ce que nous allons prendre de meilleur de Kagame, c'est ça, la prestation. Vous allez voir. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. À bientôt.